Lançons le bousin. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait, moi. Parce qu'il y a eu 2 semaines où j'étais pas là. Je suis en train de se demander s'il va encore y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. Bon, c'est comme le vélo. Ça fait mal aux fesses? Oui. Ah, ok, bon, très bien. Il faut remettre les petites roulettes. Oui, les petites roulettes. Et la selle, surtout. Et les chattes roulettes. Oh. Hein, on va parler de cinéma, j'ai vu. On va parler de musique et on va parler de livres. Qu'est-ce que c'est? Non, de séries. Voilà, de séries. Oui. J'ai vu de livres, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Non. Donc, séries, cinéma et musique. Et tout ça, c'est dans l'hebdo 32 de Culture Club Sandwich, pendant que mes enfants commencent à se dire tiens, c'est le moment de parler quand j'enregistre. Merci les enfants. Ne faites pas c'est un d'enfants. podcast. Ils sont pas invités. Et on est bien en live, j'ai reçu les touches. Il vous montre du doigt. Tiens mon doigt. Putain, j'avais pas de lunettes 3D, mais j'avais l'impression que le doigt il allait m'attaquer. Je suis un peu ton Captain EO personnel en fait. Oh là là. Finesse. Oh là là, c'est fort, c'est fort. Comment allez-vous, Elodie et Florian? Ça va. Ça va. La joie. Ça va. On fait aller. Je suis en vacances vendredi soir. Ah. Ça ira mieux. Je reviens de pont, donc c'est comme si je revenais de vacances. Moi, ça fait une semaine que je suis rentré de vacances, ça va pas. Oh, ça va, hein, il va se plaindre en plus. Oui, parce que les vacances, c'est jamais assez long. C'est vrai, on devrait faire que ça, que les vacances. Ouais. Mais est-ce que si on fait que des vacances, est-ce que ça reste des vacances? Vous avez 2 heures. 2 heures. Voilà, synchro. Vous avez 2 heures. Enfin, ici, on a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense. Hein. On est un petit comité. On n'a pas fait les actus parce que, en fait, non. Non. Sarah n'est pas là, alors il n'y a plus personne. Voilà, il n'y a plus personne qui travaille. Voilà, tout va bien. Bon, par contre, ouais, j'ai pas été là pendant un petit moment, mais j'ai fait un truc, justement, comme tu disais, voilà, j'étais en vacances, j'ai pris l'avion, et un truc que je fais quasiment jamais, en fait, en temps normal, c'est regarder des films. Sauf quand je vais au cinéma, une fois toutes les lunes. Je dis ça en disant que, voilà, mercredi prochain, je vais aller voir le nouveau Mission Impossible, hein, mais... Voilà, mais c'est une fois toutes les lunes. Mais là, j'en ai regardé quand même beaucoup. Alors, c'était combien? T'as rattrapé 10 ans de retard en 2 vols. J'en ai regardé 8. En fait, t'as fait comme ça, en fait. T'as uploadé, en fait, tout ce que tu devais, tout tes rattrapages cinéphiles. Et maintenant, il connaît le kung-fu. Voilà. I know kung fu. J'en ai regardé 8 films pendant ce vol-là. Bon, après, j'ai fait d'autres choses. J'ai écouté de la musique, tout ça, mais j'ai regardé des trucs qui n'étaient pas forcément très récents. J'en ai regardé d'autres qui étaient beaucoup plus récents. Il y a des trucs qui étaient dans ma liste depuis moult, mais par exemple, un Once Upon a Time in Hollywood, qui dure quasiment 3 heures, c'est toujours compliqué à placer dans une journée qui est déjà bien remplie, et surtout le soir où tu te dis, bon, je vais finir par m'endormir devant parce que c'est trop long. Du coup, je l'ai regardé, je me suis pas endormi devant, j'ai failli vomir à la fin, mais je sais pas si vous l'avez vu. Non. La violence, les 10 dernières minutes, hein, c'est... Alors, le film ne s'appelle pas La Violence, parce que j'attendais le titre du film. Once Upon a Time in Hollywood. Ah, oui, donc j'ai vu le film, hein. Je l'ai vu. Et donc, les 10-15 dernières minutes, ça fait mal. Et franchement, j'en avais des hauts le cœur tellement c'était... c'est beaucoup là, non, quand même. Hein. Faut peut-être arrêter un peu. Et aussi, ça a confirmé un truc, c'est que oui, Tarantino est un fétichiste des pieds parce qu'on en voit plein en gros plan tout le temps. Voilà. On ne juge pas les kinks. On ne juge pas les kinks, mais au bout d'un moment, il coche même plus, quoi. J'ai vu aussi Baby Driver. Voilà. Donc comment il s'appelle encore, qui avait fait Edgar Wright. Wright. J'aime bien ce film. Baby Driver, ça faisait un moment que je me disais j'ai envie de le voir parce que le niveau musical, moi j'avais entendu ce qu'il y avait dedans et puis je me dis ça peut être sympa. C'est vachement bien. C'est vachement dynamique, ça c'est assez fun. J'ai vu aussi un truc plus récent, un petit truc en plus. Voilà, le film de Artus. C'était très sympathique. Je pense qu'il y a un côté chauvinisme sur le fait qu'on en a fait un pataquès, c'est le plus grand film français, machin, etc. Pour une fois qu'il y a une comédie française qui est pas trop mal, faut faire savoir. Hein. Ça marche bien, les acteurs sont bons. Après,
Il y a des moments quand même, ça casse pas trois pattes à un canard, ni à un cafard. J'ai vu A Real Pain aussi, comment il s'appelle encore lui là oh merde, je vais reprendre les noms parce que j'ai pas pris les fiches. Il s'appelle Jesse Eisenberg. Voilà, et donc Kieran Culkin. Et tu peux l'appeler Mark Zuckerberg, parce que tout le monde confond. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un de ses premiers films, ou son premier film, si je me trompe pas. Là, par contre, je m'attendais absolument pas à ça. Et on dit bonsoir à Barbure, qui est sur Twitch. Je m'attendais pas du tout à ça. A Real Pain, globalement, j'avais pas vu grand-chose. J'ai juste vu que c'était Kieran Culkin. Je me suis dit, je vais regarder. En fait, c'est deux cousins juifs new-yorkais qui, en fait, vont en Pologne pour aller sur les traces de leurs ancêtres et surtout aller voir la maison, rendre hommage à leur grand-mère décédée il y a peu. C'est acide, c'est assez triste, c'est assez mélancolique, mais c'est bien joué et bien réalisé. C'était assez sympa. J'ai regardé Hot Couple, The Hot Couple, le film de 63. C'était donc carrément 63, si vieux que ça. Ah ouais. Je vais revérifier, mais je pensais que c'était 70, moi. Ah non, 68, voilà, 68, c'est pas okay. 63. 63, c'est la pièce. 68, donc avec Walter Matthau et Jack Lemmon, entre autres. Donc qui est tiré donc, de la pièce du même nom. Il y a eu une série après, il y en a une autre série en 2015 avec Matthew Perry. Et c'est tellement bien. Les deux acteurs sont juste géniaux. Moi, je les avais adorés dans un film un peu plus récent, si on veut, dans Les Grincheux. Je sais pas si vous connaissez Les Grincheux. Il y en a deux avec c'est le même duo et c'est deux vieux. Ah si, mais c'est Walter Matthau aussi. Oui, c'est ça, c'est les mêmes. C'est Grumpy Old Man. Ok. Oui, c'est un truc qui a été fait dans les années 90. Oui, enfin j'ai appris l'existence de ce film, mais je connais juste deux noms. Ben voilà, donc j'ai regardé ça parce que il y avait toute une collection un peu films classiques avec Singing in the Rain, Bullet, etc. Et puis je vois The Odd Couple, je fais oh, ok, je fonce, j'y vais et franchement c'était vraiment très très fun. Par contre, pour le retrouver en dehors des DVD, en tout cas sur les plateformes ici, c'est oublié tout simplement. J'ai regardé aussi Here, le dernier Zemeckis, c'est ça, c'est avec Tom Hanks. Et alors, Here, comment dire? Oh, c'est joli, ça fait une rime en plus. Je trouvais le concept sympa, donc avec Tom Hanks et Robin Wright. Et en fait, c'était sorti donc en octobre dernier. Et le truc, c'est l'histoire d'un endroit, d'une maison, ou en tout cas d'un endroit aux États-Unis depuis la guerre de sécession jusqu'à aujourd'hui. On y voit tout ce qui s'est passé dans cette maison, les gens qui y sont passés, les gens qui ont vécu, qui sont morts. Et si sur le papier l'idée était sympa, ce plan fixe, je me suis fait réellement chier en fait. Une fois la découverte passée, c'est chiant. C'est chiant comme la mort. J'ai regardé un film beaucoup plus récent avec Will Ferrell, parce que j'aime beaucoup Will Ferrell, et Reese Witherspoon, qui est... Your Cradle Invited, ouais. Voilà, qui était sur Amazon Prime. Ouais, il est toujours sur Amazon Prime, ouais. Il vient juste d'arriver, il est arrivé en janvier, je pense. Ouais, fin janvier. Et donc là, c'est deux familles qui ont un mariage à organiser au même endroit, ils ne le savent pas, il y a un quiproquo et ça part en couille, faut pas le dire autrement. Et Will Ferrell est encore dans son rôle du super papa et Reese Witherspoon est très drôle dans son rôle de la sœur workaholic. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se laisse très facilement regarder. Et alors, dernier point, il y avait, donc c'est pas Shake Shack, ça c'est autre chose, c'est Snack Shack, qui est un film de 2024. Et j'avoue que j'ai lancé ça, pourquoi? Parce qu'on me disait que c'était un coming of age movie qui se passe en 91. Et dans les comédiens, il y a entre autres Gabriel Labelle, que j'avais beaucoup aimé dans le film Saturday Night Live. Qui jouait justement le rôle de Lorne Michaels. Et donc ça se passe en 91 et en fait il y a des ventes aux enchères qui font que l'espèce de cabane à snack
la piscine municipale est mis en vente, et eux, c'est deux copains qui sont toujours dans les bonnes affaires pour essayer de se faire du fric. Ils font des paris, ils font de la bière, et enfin voilà, c'est le truc un peu fun à regarder. Et donc ils vont lancer ça, et au milieu, forcément, il y a une jeune demoiselle qui est là le temps des vacances, qui va venir un peu se glisser entre deux, et ça va créer des petites tensions. Et en fait, c'est un film très feel good sur des adolescents en plein été au Nebraska dans les années 90, et je trouvais ça très drôle, très tendre, et franchement j'en avais jamais entendu parler, et apparemment on peut le trouver sur Netflix si jamais. Okay. Et ça s'appelle Le Snack, tout simplement en français. Sinon c'est Snack Shack, voilà, parce que c'est la cabane à snack. Et la fille, je la connaissais pas, qui est au milieu de tout ça, c'est Mika Abdallah. Et il y a aussi Connor Sherry qui est dans les rôles. Mais voilà, c'est beaucoup à part Gabriel Labelle, parce que je l'avais vu dans SNL, globalement, la plupart des comédiens, c'est souvent sans être péjoratif, des seconds rôles. On se dit, ah oui, j'ai déjà vu ce gars-là, mais je connais pas son nom, quoi. C'est ça, souvent le truc. Voilà, j'ai regardé beaucoup de choses. Ouais, hein. Ça a l'air d'être le film avec les seconds rôles dont on connaît la tête mais qu'on n'a pas vu, mais pour la Gen Z en fait, ce qui veut dire que je vais reconnaître personne. Je vais être largué. Ouais, mais après on s'en fout parce que l'histoire est vraiment très simple à suivre, très très sympa, c'est très doux, et j'ai pris une petite claque à la fin que je m'attendais pas à prendre dans ce genre de film-là, donc je ne veux pas divulgacher, mais franchement, je vous le conseille. Voilà. Ok, bien. Voilà. J'ai fait tout ça, et puis bon, Sophie est pas là, donc je pourrais pas parler de Clair Obscur Expédition 33. T'es obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre, mais je vous avais parlé rapidement de Hollywood Animal qui devait arriver. Ouais. J'y passe beaucoup trop d'heures. C'est en early access, il y a encore des choses à régler, des trucs qui sont un peu chiants, genre dernière fois que j'y ai joué, en fait dès que je veux relancer une partie, je dois me retaper tout le tuto qui est pas skippable. C'est chiant ça. Et franchement, ça donne parfois pas trop envie. C'est franchement pas simple. Tu peux te casser la gueule à une vitesse folle juste pour une connerie de décision ou une mauvaise gestion du temps. Bêtement, dans une partie où j'étais vraiment bien parti, justement, on fricotait un petit peu avec la mafia pour certaines choses, et on devait faire un film sur la mafia que le parrain avait écrit, et donc on se dit ok, on va le faire. Là, c'est l'histoire du parrain, littéralement. Mais quasiment, c'est quasiment ça. Et en fait, on doit le réaliser, on doit lui promettre, est-ce qu'on le réalise dans les 2 ans, est-ce qu'on le réalise avec un super acteur dans les 2 ans. Et en fait, j'ai merdé, j'ai pas réussi à avoir le super acteur parce qu'en fait, il était pas dispo. Et au moment où il était dispo, il restait plus beaucoup de temps pour tourner le film. Et quand j'ai lancé le tournage du film, j'étais vraiment très 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 juste. Et là, il y a eu un truc qui s'est passé qui fait que j'ai pris 15 jours dans la gueule. Et donc, il arrive que lui, il est pas content. Donc, il me dit, ok, va te faire voir, tu auras de mes nouvelles. Et bizarrement, il fallait que je le rembourse de son million, ce qui est assez long à rembourser. Et comme je pouvais pas le rembourser tout de suite, historiquement, doucement. Oui, historiquement, c'est assez long. Et quand je pouvais pas le rembourser comme je voulais, à la bonne vitesse, bizarrement, il y avait des accidents sur certains de mes acteurs et certains de mes employés qui arrivaient, on sait pas pourquoi. Des coïncidences. Voilà, c'est une coïncidence. Et franchement, c'était un jeu qui va pas avec le dos de la cuillère sur la véracité de l'époque, sur le côté... on est dans les années 30. Donc, en fait, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a des affaires un peu même très, très, très illégales qui se passent. Genre, il y a un acteur qu'on veut garder, on a le choix de soit le payer plus, soit de lui faire un petit cadeau avec... tu peux coucher avec une jeune fille de 13 ans. Oh là. Mais ils te le disent dès le départ. Si vous n'êtes pas prêt, c'est un carton au début du jeu. Oui, un gros carton qui dit on n'a pas voulu cacher la réalité, on n'a pas voulu l'édulcorer, donc ça peut choquer. Et effectivement, il y a des moments où tu dois faire des choix, tu te dis ouais, c'est la poire à lavement et le sang du chou caca, quoi. C'est référence à South Park. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais fait, et donc c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Mais bon, c'est 3 semaines sans... Voilà, je fais plein de trucs. Et Florian, toi, par contre, tu me disais que tu avais
commencé Psych. Tu n'avais jamais recommencé. Oui, c'est ça. J'avais commencé il y a quelques semaines de ça, mais juste je l'ai terminé. Je l'ai terminé juste pour son départ de Netflix, sachant que de toute manière j'avais le backup. J'avais il y a 6 ou 7 mois de ça, même un peu plus de ça, j'avais téléchargé la saison 1 légalement sur iTunes en fait en HD. Voilà, donc j'ai vu les DVD. Ouais. Saison 1. Et entre-temps, tu as le Blu-ray qui est arrivé. Maintenant, j'ai des grands plans pour la fin de Psych, parce que sachant que les 3 films en fait qui sont sortis aux États-Unis ne sont, à part peut-être un d'entre eux, ont apparemment été doublés, mais n'ont jamais été diffusés en France en fait, puisque c'était cette 13e rue qui a diffusé la série dans son intégralité, et elle n'a pas diffusé à minima les 2 derniers films. Ce qui est le deal qui a été fait pour 1 an en fait avec Netflix n'incluait pas les 3 films. Et ce qui s'est passé en novembre dernier, c'est que l'intégrale de chez Intégral de Psych est sortie en Blu-ray. Donc mon plan en fait, c'est de potentiellement me procurer puisque je pense que le Blu-ray Zone en fait, donc finir la série avec le coffret intégral, etc. Donc je sais pas à quel moment ça va se faire, parce que je suis notoirement très très lent, puisque entre autres je devais commencer la saison 5 de la Maison Blanche. J'en donnerai des nouvelles lorsque je l'aurai fini. Mais Psych en fait, sur la première, alors j'étais prévenu, mais c'est voilà, il y a un certain capital sympathie, mais pour l'instant il y a en fait j'étais toujours un tout petit peu influencé en fait, parce que ce que j'avais entendu des premiers épisodes de la saison 1, que en fait il se cherchait beaucoup, et que certaines des résolutions d'enquête et certaines des avancées de l'enquête n'ont absolument aucun sens en fait, et que c'était extrêmement tiré par les cheveux. Donc j'ai gardé ça en tête en fait sur la première moitié de saison. Effectivement, il y a des épisodes qui sont pas vraiment réussi sur ça en fait. Il y a des fois sur le côté policier, effectivement. Oui, sur le côté policier, et même sur le côté trouver un moyen pour Gus et Sean d'intervenir en fait, et d'interférer dans les enquêtes, alors qu'ils n'ont absolument aucune enquête sous la dent. Les manières en fait dont c'est introduit sur certaines des premières séquences des épisodes, il y a des fois où c'est quand même un tout petit peu cringe. Voilà, il y a des fois où c'est ils disent voilà, on fait exprès, parce qu'il nous faut absolument il faut absolument les mettre sur une enquête, sinon de toute manière voilà, vous regardez pas, il y a pas d'épisode. Donc ça donnait un peu cette chose là. Malgré tout, il y a quand même des épisodes qui sont très réussis en fait. L'épisode de la reconstitution historique en fait, avec le Whodunit, en fait le final est quand même assez délirant. Le final de la saison en fait de Halloween en fait, avec John Landis, il va à fond dans la parodie en fait de sororité universitaire en fait. Donc c'est pas pour tout le monde, parce que ça va pas du tout avec le dos de la cuillère, mais ça reste quand même très très drôle. Et dans l'ensemble, il y a quand même un vrai capital sympathie en fait entre Rodé et Duleil, et la seule chose en fait qui est relativement développée relativement assez timidement en fait, c'est faire monter, et je pense que j'ai vu le début de la saison 2, les 3 premiers épisodes, il y a 15 jours de ça, et ça il commence à un tout petit peu rectifier le tir, parce que je suppose qu'ils ont profité de la pause en fait pour vraiment revisiter en fait à quel personnage en fait ils avaient un tout petit peu laissé de côté, ou quel personnage était beaucoup trop schématique. Et pour le coup, c'est le personnage de Maggie Lawson qui s'en tire le mieux, parce que du coup on développe beaucoup plus son alchimie avec Sean, et on développe plus un tout petit peu plus elle est sur la saison 1, elle est quand même beaucoup un intermédiaire bienveillant en fait, qui va empêcher Lassie d'étriper Sean lorsqu'il interfère dans l'enquête. Il y a un tout petit peu ce rôle-là. Et sur la deuxième partie de la saison 1 et sur la saison 2, ça commence à être beaucoup peu mieux, et aussi on commence à mieux l'intégrer dans les délires. Le premier épisode de la saison 2, qui est une parodie de American Idol, je spoil pas, mais ils ont quand même casté Gina Gershon, donc Madame Showgirls, Madame Bond en fait, Madame
Madame Sex Symbol dans des films de qualité plus ou moins douteuse des années 90. Enfin, je laisse voilà. Donc ils ont casté Gina Gershon en fait dans une espèce de parodie de Paula Abdul, et ils ont casté Tim Curry en fait en parodie de Simon Cowell, qui est ils ont un tout petit peu modifié sa personnalité pour le rendre encore plus insupportable, mais pour le coup il s'en donne vraiment à cœur joie, et pour le coup le personnage de Lawson est très très bien intégré au délire, et au délire en fait de Gus Session qui veulent absolument se mêler à l'enquête en auditionnant en fait, en faisant des faux finalistes en fait de American Idol. Donc ça c'était très drôle. Tears for Fears, plus vrai que nature. Tout à fait. Et ils ont obtenu les droits de shout en fait, donc gros respect pour ça. Et à un moment tu as la jaquette de Songs from the Chair en fait qui est montrée, donc ils ont quand même négocié, ils ont quand même eu les droits pour insérer Tears for Fears dans leur délire, et c'est quand même, et voilà, du coup la saison 2 part beaucoup mieux que la saison 1, mais moi voilà, sur la deuxième partie de saison 1 en fait j'ai trouvé que ça allait mieux, mais si je m'étais pas accroché au-delà des 8-9 épisodes, je pense que j'aurais jamais eu l'idée de continuer en fait. Ouais, je comprends. Maintenant, moi, j'ai le biais j'adore la série, donc j'ai excusé les errements des premiers épisodes parce que je sais où je vais, donc même l'épisode du Spelling Bee qui est assez mauvais en soi, qui fait très série australienne pour ados, bas de budget, moi, me fait beaucoup rire encore maintenant, donc mais c'est vrai, c'est faut s'accrocher, mais la récompense elle est là quoi. Elle est vraiment là. Et puis plus ça va avancer, plus il va y avoir des enquêtes qui seront vraiment de très très bonnes enquêtes, réellement, pas juste un prétexte. Et puis des personnages et des antagonistes de renom. Et du coup, un Carrie Elves absolument magistral quoi. Et du coup, enfin, une des choses que je connaissais en fait de la série, où je m'en suis rappelé assez vaguement, parce que j'ai, à l'époque, le Daily Mars, paix à son âme, j'ai couvert le Comic-Con 2013, et j'étais à Ballroom 20 en fait, je crois toute la journée de jeudi en fait, parce que je crois qu'il y avait un panel intéressant, et un des premiers panels en fait, qui je crois qui était juste avant ou juste après Beauty and the Beast. Donc Kids, c'est le Beauty and the Beast de la CW avec Christine Kruk, voilà. Et ils avaient le panel de Psych pour la dernière saison, et c'était modéré par Carrie Hulse. Je crois que ça doit être sur un des Blu-ray, et c'était absolument tout le monde était absolument survolté du truc. Et franchement, voilà, Carrie Hulse, moi je suis assez, je suis enfin pas spoilé, mais je suppose qu'il a un rôle, on va dire, voilà, fan favorite quelques plus tard dans les saisons. Oh, oui. Et le truc que je n'avais absolument pas vu venir, c'est que la recommandation dont on va parler plus loin, un des rôles secondaires est joué par Corbin Bernsen. Oui. Qui joue donc le père de Sean. Ouais. Ah ouais. Bon bah voilà. C'est très bien, ça fera plaisir aussi à Cécile. Hein. Depuis le temps qu'on veut faire un épisode ou un truc spécial Psych, il va falloir qu'à un moment donné on se décide, et surtout il faudrait qu'à un moment donné les plateformes se décident à les laisser plus longtemps que juste quelques mois, parce que c'est assez lourd. Ça a été Prime pendant un moment, puis ça a été Netflix. Enfin ça change tout le temps de place, c'est un peu lourd. Elodie, toi de ton côté, t'as pas vraiment d'actu comme ça, mais t'as une recommandation à nous proposer. Ouais, ça j'ai. Et ça sera pas tout à fait de saison. Mais est-ce que vous vous souvenez ce que c'était quand vous étiez gosse en été, mais genre vraiment tout petit, et que votre plus grande responsabilité, c'était d'acheter une glace avec vos 2 francs, et que les trottoirs brûlaient le dessous de vos pieds, mais en même temps c'était des terrains d'aventure infinis. Je sais pas si vous avez eu des étés un peu magiques comme ça quand vous étiez gosse. Alors malheureusement, je n'achetais pas mes propres glaces, mais j'ai des très très bons souvenirs de très très bonnes relateria en vacances en Catalogne, en Espagne. Donc je connais la partie glace. Et puis je connais moi le truc avec le marchand de glace qui passe dans la rue. Donc en Belgique, moi j'ai jamais connu ça par contre.
Eh ben, imaginez ça, mais juste à côté de Disney World et dans une réalité sociale un peu compliquée quand même, puisque aujourd'hui je vais vous parler de Florida Project, qui est un film qui arrive à transformer un vieux motel décrépit en un terrain de jeu magique. Et en même temps, ça vous retourne un petit peu le cœur. Petit point technique, donc de Florida Project, c'est un drame qui est signé Sean Baker et qui est sorti en 2017. Fuck yeah. Yeah. Et on y retrouve au casting Brooklyn Prince, Brian Vinate et Willem Dafoe. Ouais. Et franchement, je vais vous parler de lui un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose. Hein. Côté pitch, donc on suit Mooney, une gamine de 6 ans qui est très débrouillarde, qui est très malicieuse, qui est parfois carrément infernale et qui vit avec sa mère dans un motel en marge de Disney World. C'est juste l'histoire d'un été où elle fait plein de bêtises, elle mange plein de bonbons et des glaces, mais ça parle aussi de précarité, de résilience et de systèmes qui laissent les gens sur le carreau, donc un sacré mix. Au niveau des personnages, donc on a, je disais, Mooney, c'est vraiment un concentré de vie. Elle est jouée par Brooklyn Prince et c'est vraiment une enfant qui fait beaucoup rire, qui nous attendrit et qui nous donne aussi envie de la protéger comme si on était sa grande sœur ou son grand frère. Hein. Et on va suivre aussi sa mère, Hailey, qui est incarnée par Bria Vinate et elle est tout aussi fascinante. C'est une jeune femme qui est assez paumée et parfois assez irresponsable, mais on tombe jamais dans la caricature avec elle. Et puis pour finir, il y a quand même Willem Dafoe, qui pour une fois n'est pas un méchant flippant. Ici, il joue Bobby, le gérant du motel, et c'est un rôle qui lui va à merveille. C'est un gars un peu bourru, mais qui est profondément humain. C'est un genre de papa de substitution pour tout ce petit monde, et pas seulement que pour les enfants. Et franchement, c'est sans doute l'un de ses rôles les plus touchants, et il a d'ailleurs été nommé aux Oscars pour ça. Et vraiment, je pense que c'est un des rôles que je préfère avec lui. Enfin, parce que déjà, pour une fois, il est pas méchant. Il est absolument attendrissant. Voilà. Visuellement, le film, on pourrait le décrire comme un petit bonbon acidulé. On a des couleurs très flashy, presque saturées, comme si on voyait le monde à travers les yeux d'un enfant. Faut s'imaginer vraiment un motel où les murs sont mauves. On voit plein d'enseignes kitsch. On voit des couchers de soleil roses. En fait, c'est un tout qui donne une esthétique hyper marquante. C'est presque magique. C'est du Disney low cost en fait. On a côté réalisation vraiment une certaine légèreté avec beaucoup de plans fixes. On a beaucoup de silence. On a beaucoup de moments volés. Et il y a beaucoup de plans qui sont filmés au ras du sol, au niveau des enfants en fait, et ça change beaucoup de choses dans la façon dont on perçoit l'histoire, puisque en fait on va adopter le point de vue des gamins qui passent leur été un peu tout seuls. Et côté narration justement, c'est pas vraiment des grands violons ou plein de rebondissements hollywoodiens. C'est simple en fait, c'est juste la vie qui passe et parfois ça fait plus mal que juste un gros twist cousu de fil blanc. Alors certains, effectivement, pourraient trouver le rythme un peu lent par moment, parce que c'est pas un film à accroche où il se passe 12 000 trucs à la seconde, et parfois on a envie de secouer les adultes à l'écran. Mais en fait, c'est aussi ça la force du film. C'est un film qui juge pas, qui ne fait que montrer une réalité et ça nous laisse réfléchir dans notre coin. Si visuellement ça peut avoir des airs de conte d'enfance, en fait, de Florida Project, ça parle surtout de pauvreté, d'exclusion et d'inégalité sociale. Mais ça tombe jamais dans le misérabilisme. Ça nous pousse vraiment à regarder là où on détourne très souvent les yeux. Mais c'est pas un film non plus extrêmement triste. C'est aussi un film sur l'enfance où on a des enfants qui utilisent l'imaginaire comme un refuge et surtout on a des personnages très résilients et c'est surtout ça qui fait leur force. Ça nous met quand même une petite claque, pardon. Mais je vous raconterai pas la fin, bien évidemment, mais c'est le genre de fin qui va vous rester un petit peu dans la tête pendant un petit moment. C'est un film qui est vraiment fait pour ceux qui aiment les portraits humains, les films assez sensibles qui sont quand même ancrés dans le réel, mais c'est pas un film non plus plombant. C'est du cinéma d'auteur qui est très accessible, c'est pas élitiste et vous n'avez pas besoin de diplôme en philo ou d'avoir vu tous les films des Dardenne pour l'apprécier. Mais effectivement, si vous cherchez un film à intrigue, à suspense ou des explosions, vraiment vous allez vous emmerder. Et je ne recommande pas The Florida Project en fait aux fans des frères Dardenne. Non, vraiment pas. Puis, très, très franchement, les gens qui... Je ne recommande pas les frères Dardenne. Voilà, c'est ça, en fait. Si vous avez survécu aux frères Dardenne, déjà, bravo. Bravo. On vous achètera des t-shirts.
Voilà. C'est la moindre des choses. J'ai survécu aux Dardennes. C'est ça. Et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt. Voilà. Donc, ce t-shirt, putain. Vous faites partie de la région Champagne-Dardennes. Ah bah oui, moi oui. Et donc voilà, je vous recommande The Florida Project parce que c'est vraiment un film qui parle à votre cœur. C'est plein de tendresse, c'est plein de colère contenue, de beauté dans le moche. Ça montre vraiment des vies invisibles avec une pudeur et une grâce qui sont assez rares dans le cinéma. C'est le genre de film qui ne crie pas, mais ça reste dans l'esprit. C'est vraiment un petit bijou d'humanité. Ça m'a vraiment embarqué. C'est doux, c'est aussi dur, c'est parfois très drôle. Et titre, je sais. Et surtout, c'est profondément juste. Donc voilà, si vous voulez le regarder, c'est dispo sur Canal. Je pense qu'il y a encore. Ça dure un petit peu moins de 2 heures. Mais voilà, donc allez le voir. Mais petit avertissement, même si c'est un film où on suit des enfants, c'est pas un film non plus très facile. Ça, voilà, il y a des thématiques assez difficiles. Ouais. Donc voilà, mais n'hésitez pas, c'est assez unique. Ok. Je glisse aussi un petit point de disponibilité et un tout petit point misère française. Le film que tu as recommandé en dernier, Snack Shack. Donc le snack n'est pas disponible en France, même avec Netflix. Ah ben, en tout cas en Belgique, c'est le cas. Voilà. Mais en tout cas, je le trouve, c'est vraiment très très bien aussi. Vous regardez ça, Florida Project, vous aurez 2 façons, 2 étés différents, voilà, avec des choses plus ou moins légères selon. Autant essayer. Par contre, quand on dit Florida, tu parles de l'été, tu parles de glace, tout ça, moi ça me fait penser au soleil et ça me fait faire une transition assez cool. Voilà, pour ma recommandation. Et en fait, je vais commencer directement par mettre le premier teaser qu'on a eu de l'album. Parce que voilà. Ça sent pas l'été, ça? Pas mieux? Ça changerait? C'est sorti le 2 mai, hein. C'est pas un truc qui date il y a 50 ans. Les artistes fassent ça. Des petits teasers comme ça. Ouais. J'aime bien ça. Voilà, ça c'est le premier. Je ferai le deuxième à la fin. Mais donc, il s'agit d'un groupe dont je n'ai absolument jamais parlé ici. d'un super duo plutôt, on va dire, qui est donc Young Gun Silver Fox, Andy Platz et Sean Lee, donc un super duo anglo-américain. Pourquoi je dis super duo? Parce qu'en fait, globalement, ils font tout tous les deux depuis maintenant pas mal d'années, mais de temps en temps, ils ont un petit peu d'aide sur certaines parties musicales, notamment toutes les parties cuivre, dont on entendra beaucoup plus dans le deuxième teaser. Et donc ça fait 2 ans et demi maintenant que le dernier album Ticket to Shangri-La était sorti et qui nous donnait déjà le côté très ensoleillé et la chaleur en fait typique de ce duo, parce que chaque morceau que l'on écoute, c'est une invitation à faire un road trip avec les fenêtres ouvertes et juste tailler la route ou tranquillement au bord de la piscine. C'est typique, hein. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas changé la recette. Non, ils n'ont pas changé la recette du tout. Et justement, c'est ça qui est très fort, c'est que c'est un des rares groupes où moi je peux écouter chacun de leurs albums sans passer un seul morceau. Évidemment, j'ai des préférences, il y en a que je préfère par rapport à d'autres, mais vous savez, il y a souvent des albums comme ça où on se dit ah j'aime bien ça, puis c'est là je peux plus l'entendre, hop je la passe. Là, sur tous les albums, jamais ça m'arrive et cet album-là ne déroge absolument pas à la règle avec ses 10 morceaux, donc il s'appelle Pleasure.
et il porte bien son nom. Pleasure, voilà, c'est une vraie pépite de néo soul funk, un côté un peu yacht rock, j'aime beaucoup. Et la différence qu'il y a déjà ici par rapport aux autres albums, c'est que en général ils travaillent tous les deux à distance, chacun dans leur propre studio aux États-Unis, etc. Ils s'envoient des fichiers et voilà, ils font leur tambouille un peu comme ça, et puis quand ils sont en live, bon bah là ils ont tout un groupe avec. Mais pour cette fois-ci et pour la plupart des morceaux, ils se sont dit non, en fait il y a des choses qu'on va enregistrer à part parce que c'est plus simple, et puis il y en a d'autres, on va les enregistrer dans un studio maison, mais tous les deux pour pouvoir vraiment ce côté, cette chaleur de la musique faite pas à distance, alors que globalement jusque-là j'entendais pas forcément la différence sur le fait qu'ils le faisaient à distance. Mais clairement, on a sur quelque chose de beaucoup plus encore fouillé, de beaucoup plus complexe dans les mélodies. Mais surtout, il y a un truc qui reste, c'est que chaque morceau donne le sourire, chaque morceau donne envie de voyager. Et l'album, donc, il est sorti le 2 mai donc de cette année. Et je pense que je dois en être à ma 32e écoute. Donc en 10 jours. Pas mal. Voilà, et je ne me fatigue pas. Et plus je les écoute, plus je me dis c'est trop bien. Et plus je les écoute, plus il y a surtout un morceau que j'aime énormément qui est Just for Pleasure, qui est on va dire presque le titre de l'album, et qui est normalement le premier morceau sur le deuxième teaser que je vais passer après. Bref, voilà, c'est des influences à la Steely Dan, il y a des côtés un peu Elton John, un peu Earth, Wind & Fire, du 10cc, du Daryl Hall & Oates, tout ce que j'adore en fait en un seul super duo. Et puis en plus de ça, moi je suis absolument impatient parce que d'ici un mois, oui, le 10 juin, je vais les voir en Belgique en live, et j'ai hâte de voir ce que ça donne en live parce que le peu que j'en ai vu, c'est encore mieux. Donc je sais pas comment ils font, mais c'est encore mieux. Enfin, de toute façon, on le sait très bien, qu'un bon groupe en général, c'est très bien en album, très bien à écouter comme ça, mais en live, c'est toujours beaucoup mieux. Ça c'est pas vrai. Et on va terminer sur le petit teaser pour vous donner envie d'écouter cet album et puis tout le reste. Cette partie-là, ce teaser-là me donne des frissons parce que les voix, à chaque fois, les harmonies, elles sont juste à tomber. Je sais pas comment ils font leur boulot, mais la production, elle est nickel, et puis surtout, il faut les regarder aussi sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont super drôles dans leur présentation. Donc voilà. Et je m'étais trompé. En fait, le morceau que j'aime beaucoup, donc Just for Pleasure, c'était le premier de celui-ci ici. Voilà. Et alors, ce qui est bien, le dernier point que je vais donner là-dessus, c'est que donc ça donne envie d'aller au soleil, ça donne envie de prendre des vacances, ça donne envie de plein de choses. Et en fait, on peut aussi mettre ça dans la catégorie du baby making music. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une partie du funk et de la soul, etc., qui peuvent se catégoriser dans le baby making music. Voilà. En bon français, de la musique d'extension démographique. J'aime beaucoup ta traduction, elle est parfaite. Ça fait moi rêver quand même. Ça fait moi rêver. Là, je vois Macron qui demande à relancer la population. Demain, avec Thibaut Inchep, il va parler d'extension démographique. Et au générique, ça sera cette musique. Oh là là, quelle horreur. Oh. Non, mélangez pas Macron et Thibaut. On mélange pas travail et plaisir, on a déjà dit. Avec Young Gun Silverfox, s'il vous plaît, ne me gâchez pas ça. Florian, toi, de ton côté, c'est à nouveau une série. Oui. Alors, j'ai une question pour vous deux. Oui. Est-ce que vous connaissez des proches qui sont très bavards ? Non, mais je connais des proches. C'est Pierre, je connais Pierre. Ouais. Mais est-ce que vous avez des proches qui
qui ont arrêté de parler et après vous n'avez plus de nouvelles, enfin qui étaient trop bavards et après vous avez plus de nouvelles en fait. Alors, il y a certains proches que j'aimerais qu'ils arrêtent de parler tout court. Ça oui. Puis des personnes qui d'un coup ont complètement arrêté et n'ont plus donné. Ouais. Pareil. Malheureusement. Elodie, c'est pareil. Ouais. Bon, mais c'est normal, c'est qu'ils ont Duster, la nouvelle série de J.J. Abrams et Latoya Morgan qui arrive vendredi sur Max France. Et 8 épisodes donc qui nous plongent dans la... Et, attends, je suis désolé, mais je suis obligé de te renommer en Tony Dacia. C'est des très bonnes voitures, hein. J'ai prévu d'acheter un char. J'ai prévu d'acheter un char Dacia pour quand j'aurai mes 50 ans. Voilà, pour rouler sur les rageux. Et les rageux. Vous savez qui d'autre qui klaxonne. Eh bien, c'est la Duster du héros de la série Duster qui s'appelle Jim Ellis. Et en fait, il n'est pas nommé après la voiture. Il s'appelle vraiment Jim Ellis. Et il est campé par il roule vraiment en Duster. Il roule vraiment en Duster. C'est le nom de la caisse. C'est la caisse du héros. C'est pas une Dacia Duster. Non, c'est pas une Dacia. Okay. Non, c'est parce que la Dacia Duster, c'est Another One Bites the Dust en fait. C'est pas très. Voilà. Another One Miss the Bus. Miss the Bus, pardon. On est parti très loin en fait. Est-ce que tu as eu un crypto sponsoring de Dacia en fait, Fred, et que tu nous l'as pas dit? Non. D'accord. Non, mais j'aimerais par contre. Oui. Je n'irai pas contre Dacia, si jamais vous voulez donner du brousouf, des sous, allez-y. On peut aussi se faire sponsoriser par la chanteuse Asia en fait pour son comeback. Ouais. Très bonne chanteuse. Des hits à l'appel. Et vous savez qui d'autre a à l'appel? Eh bien, c'est Josh Holloway, Jim Ellis, le héros de Duster. Série de Max. Oui. À un moment, il essaie d'enterrer quelqu'un et il casse sa pelle. Et oui. Donc, et parfois, il essaie d'acheter un truc trop cher et il a cassé sa pelle. Casser son pelle. Casser son pelle. C'est casser son pelle. Ouais. Et vous savez qui d'autre? Vas-y, continue, s'il te plaît, parce qu'il Et vous savez qui d'autre se fait la belle? Eh bien, c'est Jim Ellis. Non, Jim Ellis se fait pas la belle. Il est conducteur pour un malfrat un malfrat qui est campé par Keith David, donc vous avez notamment pu voir dans Six Feet Under, qui est un acteur de composition très très charismatique. Donc c'est vraiment une série qui nous plonge dans l'Amérique des années 70, donc qui est vraiment très 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 différente de tout ce qu'a pu produire et de tout ce qu'a pu co-créer J.J. Abrams jusqu'à présent. Même Super 8 en fait, qui se passait plutôt qui avait une certaine nostalgie années 80. Là, j'ai détesté ce film pour son Super 8. Je voulais l'aimer en plus. Et en fait, son association avec Latoya Morgan, en fait, ça lui donne l'occasion déjà d'avoir une vraie série vraiment très très Pulp Fiction en fait, très axée à une série d'action-aventure en fait, donc c'est vraiment ça. Le générique est probablement un des meilleurs de l'année en fait, donc là aussi je vais pas spoiler, je vous laisse. C'est pas aussi délirant que Peacemaker, parce que c'est très très difficile d'aller dans les délires de ce qui a été fait pour Peacemaker, mais c'est à base de petites voitures et c'est très 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 réussi. Enfin, je sais pas quel studio a pondu les crédits, mais franchement, et J.J. Abrams a aussi composé la musique du générique, donc il a mouillé le maillot. Il avait fait ça pour Alias et Fringe. Il a aussi fait l'animation PowerPoint de Lost en fait, mais ça on n'en parle pas. Et en fait, le Jim Ellis en fait est vraiment le personnage, le héros 70s, beaucoup trop cool. Et on sent que Abrams, je sais pas pour Latoya Morgan, veut vraiment créer un tout petit peu sa propre version de L'homme qui tombe à pic, de Sheriff Fais-moi peur, de toutes ces séries d'action-aventure en fait très très nostalgiques qui cartonnent dans les années 70, avec des personnages vraiment tout cool for school en fait, qui rentrent et qui sur lequel tout glisse, qui arrive à se tirer de n'importe quelle situation.
Et c'est vraiment donc je sais pas en fait si c'est vraiment toutes les difficultés qu'il a connues sur les 6 dernières années, donc notamment pour faire décoller des projets, puisque voilà, faut savoir que Abrams aurait dû être à bord en fait d'une super production HBO dont on ne verra jamais la couleur, qui s'appelle Demi-Monde en fait, donc qui a suspendu sa production, voilà. Et là, on sent vraiment que il y a quelque chose une espèce enfin pas une baisse d'ambition, mais une volonté de faire quelque chose qui soit fun, qui soit très divertissant. Donc en fait, ça a ses qualités, ça a ses défauts. Coûte moins cher, peut-être. Donc aussi. ça coûte déjà ça coûte moins cher, mais néanmoins, alors ils ont c'est bien en fait que tu vois t'es recommandé les Young Guns Silver Fox parce que ils ont explosé le budget musique, c'est-à-dire que il y a que des playlists en fait de hit 70s en fait. Il y a LTQ des Staple Singers, il y a du Curtis Mayfield, il y a il y a du yacht rock, il y a tout ce que tu Ne dis pas plus. voilà, il y a énormément en fait de choses enfin c'est vraiment, même moi qui suis un gros fan de la musique de 70s, quand j'ai entendu Foxy Lady de Hendrix, je me disais ça fait too much, surtout que la scène franchement enfin c'est pas que ça s'y prête pas. Donc il y a un côté nous donner en fait, être très très généreux en fait dans ce côté cool en fait. Donc il y a eu par exemple le film Shérif Fais-moi peur il y a 20 ou 22 ans en fait, qui surfait déjà sur une certaine idée en fait des films d'exploitation 70s, et Duster c'est un tout petit peu la même chose, mais en plus violent, avec plus de fuck. Et donc ce que ça raconte, c'est l'histoire de Jim Ellis qui va rencontrer en fait. Franchement, faut écrire ça juste en dessous du truc, ça. C'est avec plus de fuck. Non, mais c'est vrai. C'est un peu le défaut de la série, c'est que j'ai vu 4 épisodes sur 8 en fait, donc il y en a les 2 premiers qui arrivent ce vendredi sur Max et Outre-Atlantique également. Mais ça me rappelle une des séries. Il y a des séries, il y a un tout petit peu moins d'une dizaine d'années en fait, qui avaient exactement le même esprit, mais qui étaient beaucoup plus resserrés, qui étaient beaucoup plus, on va dire, centrés sur les personnages en fait que Duster l'est. Je sais pas si vous vous souvenez de Happy Leonard en fait. C'est une série de livres. De John Lansdale. Voilà, c'est ça, donc qui avait été réalisé par Jim Mickle. Donc il y avait aussi cette espèce de donc avec Michael K. Williams, paix à son âme. Et donc il y avait cette espèce de duo en fait mal assorti, et cette espèce de côté polar. Et il y a quelques années, mais ça c'était vraiment, ça se passait de nos jours, mais ça avait un tout petit peu la même filiation. Il y avait Stumptown en fait avec Cobie Smulders, donc en détective privé. Voilà, qui est sur Disney+. Comme toujours. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, en fait, c'est un digne héritier en fait de Stumptown, sauf que ils ont, en fait, c'est ça a un budget vraiment HBO en fait, avec un budget limité de musique, un budget limité avec les séquences d'action, etc. Donc ça en fout plein la vue. Alors que c'est pas forcément ça qui fait que ça fonctionne. C'est vraiment les personnages, et notamment donc celle qui tient la réplique à Josh Holloway, donc voilà, qui c'est le défaut. Si vous n'aimez pas ce que fait Josh Holloway dans Lost, dans Intelligence, donc la série annulée de CBS, ou dans Colony, je vous incite très très fortement à passer sur votre chemin, parce que là c'est du Josh Holloway qui cabotine. Donc for better or worse en fait. C'est-à-dire vous avez le Jim Lafleur en fait dans la saison 5 de Lost, c'est exactement le Jim de cette série-là. Donc ça passe ou ça casse en fait. Donc pour moi ça marche, parce que voilà, Holloway en fait ça me donne vraiment un cœur joie, et pour moi ça passe parce qu'on est habitué. S'il s'amuse, ça peut passer. C'est ça. Mais à la longue, il se replie. Enfin, c'est le genre d'acteur qui se replie souvent en fait sur son charme, sur son sex appeal et tout. Et c'est à un certain moment, ça peut devenir un tout petit peu lassant. Et pour lui donner à la réplique, en fait, il y a une newbie en fait qui est une agente du FBI, qui est embauchée un tout petit peu contre un tout petit peu l'avis en fait de ses supérieurs en Virginie. Elle est affectée à une division du FBI à Phoenix en Arizona, et on va lui donner en fait une enquête qui est totalement insoluble, en lui disant de ne surtout pas toucher à Jim Ellis. Et donc c'est couper les doigts. Voilà, et c'est l'agent Hayes en fait qui est campé par vraiment Nina Hayes, pardon, qui est campé par
par Rachel Ilson en fait, qui est pas une actrice super connue. Et pour le coup, c'est quelqu'un qui est vraiment le regard et un tout petit peu la force de la série. C'est quelqu'un qui est une enquêtrice hors pair, qui va vraiment, qui a à la fois en fait les compétences requises en fait pour mener une enquête vraiment à bien selon les règles, mais parce que elle fait face à une hiérarchie qui, c'est un peu la réussite de la série, c'est que il y a un racisme, on va dire, systémique, mais c'est pas uniquement parce qu'elle est noire qu'ils veulent qu'elle échoue, c'est parce qu'ils ne veulent vraiment pas d'elle. Et en fait, c'est juste l'intégration, on va dire, forcée dans, on va dire, des forces en fait d'enquête fédérale et un tout petit peu des professions et des systèmes en fait qui sont entièrement historiquement en fait blancs, et en fait l'intégration et un tout petit peu la méritocratie qui pourrait se faire en fait sur les compétences. En réalité, Duster, malgré ses atours de divertissement, nous montre un tout petit peu l'envers du décor, et en fait que en gros la hiérarchie en fait ne sera jamais satisfaite. Et en gros, chaque épisode, en fait, il y a que des retournements de situation qui, on va dire, sauvent littéralement la place de Hayes au sein du bureau fédéral. Donc c'est quelque chose en fait qui suit une certaine formule. Donc c'est pour ça que je me référais à Stumptown et à Penn Leonard. C'est vraiment on va dire de la téloche où en gros il y a quelques arcs. C'est vraiment pas super compliqué à suivre. On passe vraiment un bon moment. Je sais pas si c'est nécessairement le genre de série en fait qui va vraiment trouver sa place sur Max, mais en même temps on vient d'avoir 15 épisodes de The Pitt en fait qui étaient for all intents and purposes de la vieille téloche à la urgence en fait de la série médicale vraiment à suivre, etc. Et ça a fonctionné du feu de Dieu, donc à la fois sur ce podcast et à la fois sur les abonnés de Max et Outre-Atlantique et les séries Félicie, etc. Donc je pense qu'il y a un moyen en fait que Duster arrive à trouver son public. Il y a eu une avant-première à Cannes série des 2 premiers épisodes, donc il y a eu des interviews qui ont été faites avec Josh Holloway. J.J. Abrams n'était pas là parce que c'est la croix et la bannière pour que on fasse parler de ce monsieur. Bonjour à Dan Grower MBTC en fait, qui est un vrai auditeur qui n'est pas du tout faké dans le chat. Bonsoir, et il nous dit on a les meilleurs viewers. Je suis tout à fait d'accord. On a les meilleurs viewers en fait. Bonjour à vous. Et streamboo.com qui n'est pas un site porno. C'est un site de stream sur toute la franchise Ghostbusters, mais que les mauvais films. Donc il manque que des bouts. Tout de suite cliquer sur ce lien. C'est Ghostbusters avec que des bouts. Et juste un petit message pour Elodie. Dans tes dernières images où justement cette série tu en parles, tu t'es trompé dans le titre parce que tu as fait 2 fois overcompensating, donc vérifie quand même. Je vais te le voir passer. Hein? Oh, oui. C'est possible. Fatigué, moi. Oh, j'en ai rien à foutre. Oh, pouf. Et en plus, ça s'appelle pas comme ça en France, mais je sais plus comment ça s'appelle. Oui, bon, ça. Oui. Bon, voilà, donc Duster qui arrive ce vendredi. Donc là, on est le 12 mai, comme ça, le vendredi 16 sur HBO Max. Sur Max. Et c'est vraiment. Je dirais que il y a les défauts qui commencent à se faire jour, mais on va dire que il y a des séquences de combat, on va dire obligatoires à la fin de l'épisode où on est vraiment rappelé en fait aux bonnes vieilles séries des 70s en fait, en légèrement plus gore et en légèrement plus rentre dedans, mais c'est vraiment du bon divertissement qui est vraiment fait avec amour et qui a quelques petits messages qui a quelques petits messages politiques à travers certaines de ces intrigues, mais qui pour moi sont pas assez poussés, donc je pense que ça fonctionne mieux en divertissement qu'en série un peu plus à message. Ça va pas chercher plus loin, quoi. Oui. Bon, on essaiera bien les 2 épisodes qui vont arriver fin de semaine, pourquoi pas. J'ai absolument rien pour ni contre Monsieur Holloway, donc allons-y. S'il y a de la bonne musique et que ça tape un peu, pourquoi pas. Qu'est-ce que demande le peuple, hein? C'est clair. Voilà.
Bon, c'était un épisode plutôt complet en recommandations et en petits avis culturels. Donc, il y avait donc The Florida Project du côté d'Elodie. Donc, c'est un film qui se trouve sur sur MyCanal, mais alors j'ai vu nulle part d'autre. Donc ça, c'est à vous de chercher. Duster qui arrive donc sur HBO Max fin de semaine, et moi de mon côté c'était Pleasure de Young Gun Silver Fox qui est sorti le 2 mai et qui se trouve sur toutes les bonnes plateformes, donc pas Spotify du coup, en CD, en vinyle, enfin voilà, moi j'ai dû attendre de rentrer de vacances pour pouvoir commander mon vinyle pour être sûr qu'il arrive en bon état et qu'on n'essaye pas de le mettre dans la boîte aux lettres en le pliant, parce que c'est dangereux ces petites choses là quand même. C'est fragile. Délicat. C'est fragile, mais j'étais tellement content de l'avoir, cet album. Voilà, comme ça, bon, on va l'user autant en MP3 qu'en vinyle. Merci à vous deux de m'avoir accompagné pour cet épisode 32 de l'hebdo de Culture Club Sandwich. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même place, et puis sur les différents réseaux que sont Blue Sky, Instagram, surtout. J'avais une vanne sur le bout de la langue, j'étais Dacia de l'affaire. Oh là là, mais c'est un festival. C'est un festival, effectivement. En tout cas, on vous souhaite de bonnes blagues, de bonnes recommandations culturelles, et surtout, Bon Jovi. Il a reconnu son maître dès le premier coup. Allez, dégage R2D2.